Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire du jeudi 26 septembre 2019 avec le thème que vous connaissez et pour lequel vous vous êtes inscrit. Évidemment, gagner plus en louant votre meublé à l'année. Donc nous allons tâcher, et je vais tâcher de vous apporter un maximum de réponses, ou en tout cas un maximum d'indications, et vous donner les bonnes pistes, si je puis dire, pour louer votre bien ou envisager de le louer en meublé longue durée. N'hésitez surtout pas à poser vos questions. Donc nous avons Myriam, Martine, Isabelle qui vous écoutent, qui répondront en direct. N'hésitez pas, et si on n'a pas le temps matériel sur ces 45 minutes de le faire, on le fera après, on le fera au téléphone, on le fera par mail, mais surtout la question et le contact ne seront pas perdus. Voilà. J'espère que tout le monde est, en tout cas le maximum de gens est en place. Alors sur le petit sommaire de ce que nous allons aborder dans ces 45 minutes, je vais vous présenter Lokizy, moi-même, les avantages de la location meublée bien sûr, avec ce que ça recouvre comme appellation. Nous allons faire un petit zoom sur la fiscalité du meublé, avec les différentes options ou l'option fiscale à prendre. Nous étudierons un cas concret. Quand je dis étudier, nous allons aborder un cas concret pour que ce soit évidemment plus parlant. Et puis nous ferons un petit retour sur un mémo de la réglementation actuelle et des actualités concernant la location meublée sous toutes ses formes. Voilà. Donc on va tenir ces 45 minutes. Donc surtout n'hésitez pas à poser des questions ou s'il y a des thèmes qui sont abordés ou survolés, mais en 45 minutes évidemment on ne peut pas tout voir. Rebonjour, donc je m'appelle Jean de Balincourt, j'ai une vingtaine d'années d'expérience dans la fiscalité immobilière et la fiscalité immobilière de logement, d'accord ? Donc que ce soit des immeubles, des appartements, tout type de biens. Donc cette fiscalité immobilière que je pratique depuis 20 ans à travers mes activités m'a amené à fonder il y a 3 ans la société Lokizy, que vous connaissez peut-être pour certains, dont le siège social est à Bordeaux, qui a une unité à Paris et sur lequel nous sommes en train de nous développer dans chaque grande métropole française au nombre de 22. Voilà. Donc Lokizy, c'est de la location meublée longue durée. Donc ce n'est pas simplement du parti pris, mais c'est quelque chose qui correspond au marché de la mobilité, on en parlera. C'est aujourd'hui une douzaine de collaborateurs sur Bordeaux, quelques collaborateurs sur Paris et comme je vous le disais, un plan aujourd'hui de développement sur toute la France. Donc Lokizy, on va présenter rapidement pour ne pas... Lokizy, comme vous pouvez le voir sur le schéma, donc nous conseillons des clients dans leur investissement, dans la vente ou dans la revente. Nous conseillons et aménageons des appartements parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui nous posaient et qui nous demandaient des conseils, donc nous pouvons être le maître d'œuvre pour eux. Nous mettons en location, bien sûr, les biens qui nous sont confiés. Nous travaillons tant avec des particuliers sur la manière diffuse que beaucoup d'entreprises, quels que soient les secteurs, d'accord, pour loger évidemment les salariés, les collaborateurs. Nous faisons évidemment la gestion immobilière, puisqu'on est une agence spécialisée, société immobilière spécialisée. Donc nous sommes l'interlocuteur seul et unique du ou des locataires. Nous encaissons les loyers, nous les reversons. Nous avons une grosse différenciation parce que nous avons notre propre cabinet d'expertise comptable en interne que nous avons intégré et créé pour répondre à toutes les questions de fiscalité et pour accompagner nos clients propriétaires de A jusqu'à Z, c'est-à-dire faire les bilans, émettre les liasses, les conseiller, faire les choix, les arbitrages, et que vous soyez ou que vous envisagiez d'être soit en personne physique détenant vos biens immobiliers, soit en indivision, soit démembrés en ayant fait des donations ou pas, soit à travers des SCI ou une SCI, soit des SARL de famille. Donc tous ces sujets-là que nous maîtrisons et pour lesquels nous accompagnons et de A jusqu'à Z, comme je viens de le dire, nos clients propriétaires. Voilà. Pas trop être long sur Lokizy, mais plutôt savoir pourquoi louer en meublé. Beaucoup connaissent la location meublée, l'ont pratiqué, soit en direct, soit par des sites de mise en relation, soit envisagent de le faire tout à fait autrement en fonction aujourd'hui de l'actualité et depuis 3 ans des différentes contraintes. Donc on va y venir tranquillement et dans le détail.
Louer en meublé, c'est d'abord avoir un loyer supérieur à la location nue. C'est aujourd'hui en moyenne, dans les grandes métropoles françaises, loué entre plus 15% et plus 25% par rapport à de la location nue. Donc ça, c'est un critère important, le critère financier, le critère rentabilité quand on fait ses propres calculs. Comme je l'ai abordé rapidement, la location meublée, c'est répondre aujourd'hui à une forte demande qui est le marché de la mobilité. Alors la mobilité, c'est des cadres, des non-cadres, supérieurs, non supérieurs, professions intermédiaires, professions libérales, ouvriers, étudiants, retraités, qui de toute la France bougent, sont mobiles, ont pris leur retraite, sont des étudiants qui bougent, sont des professionnels en mission qui bougent seuls, accompagnés ou en famille dans tout type de biens, des studios, des T2, des T3, des T4. La location meublée, ça ne concerne pas que les étudiants et ça ne concerne pas que les studios. Ça a été l'image un petit peu véhiculée pendant des années, ça en est fini et bien fini. La location meublée, ça concerne tout le monde. Quand je parle des différentes catégories, de l'étudiant au retraité, donc dans le boucle ou dans la boucle de la vie, tout le monde aujourd'hui est concerné par la location meublée. Nous avons évidemment tout type de biens et nous traitons tout type de demandes, quelles que soient les strates d'âge, de profession, ou, j'allais dire, de positionnement familial et personnel. Donc ça, c'est important. Donc c'est le marché de la mobilité, aussi bien d'ailleurs sur la France que des gens extérieurs, étrangers, là aussi cadres, non-cadres, chercheurs et autres dans les grandes métropoles qui sont en recherche et qui sont en demande importante de location meublée et de location meublée, pour ce qui nous concerne, longue durée. Donc ça, c'est la deuxième raison pour laquelle où on peut louer en meublé et sur lequel le marché de meublé longue durée se développe. La troisième, c'est la fiscalité et ce qui conditionne ce qui va vous rester, vous propriétaires ou futurs propriétaires, en revenu net social et fiscal. Or, quand on est en meublé, on doit aujourd'hui déclarer ses revenus en BIC, notamment depuis le 1er janvier 2017, pour l'activité 2017, donc déjà maintenant depuis 2 ans, on doit qualifier, on va dire, ces revenus en BIC. On va faire, et on va voir le détail de la raison pour laquelle et comment ça se passe, pour arriver très souvent à une imposition à 0. Donc, louer en meublé, il y a déjà 3 bonnes raisons. Maintenant, comment louer en meublé? Alors, pour louer en meublé, c'est très simple, il faut déjà correspondre et être en conformité avec le décret d'application du décret du 31 juillet 2015 de la loi Allure, qui institue, pour parler simplement, l'éligibilité d'un bien en meublé, à savoir, c'est facile et c'est du bon sens, que les gens qui rentrent aussi bien dans ce studio, ce T3 ou cette maison, puissent y dormir. Ils arrivent avec leurs draps et puissent y dormir. C'est ça la définition d'un meublé. C'est une bonne chose qu'il y ait un décret d'application pour au moins donner le minimum de prérequis. Évidemment, ce n'est que des établissements de fourniture, d'ameublement et de mobilier de base. Plus on a, c'est pas en termes de mobilier, mais plus on a quelque chose de contemporain, plus on a quelque chose de confortable, plus on a quelque chose, j'allais dire, dans l'air du temps, plus on a de chances et de facilité de louer ou de faire louer son bien. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, comment louer? On a 2 options. Et vous le savez beaucoup, vous avez beaucoup entendu parler depuis 3 ans de l'information et de toute l'actualité du meublé, courte durée, moyenne durée, loyer touristique, loyer saisonnière ou longue durée, dont on parle peut-être un peu moins, mais qui est le sujet aujourd'hui. Donc, comment louer en meublé? Beaucoup de gens se sont essayés, et continuent d'ailleurs, à passer par des plateformes de mise en relation, type Airbnb, Omnidays, Abritel et j'en passe et des meilleurs, qui, juste pour préciser les choses, ne sont pas des professionnels de l'immobilier. Ce sont des sites de mise en relation permettant justement de pouvoir utiliser ou faire utiliser son bien de manière temporaire. Et la troisième chose, c'est évidemment la qualification fiscale, c'est-à-dire la détermination des revenus qui vont être tirés de ces locations et de ces loyers. Souvent, et très souvent, on le constate tous les jours à plusieurs exemplaires, les gens s'arrêtent à les dire au brut, au nominal, au facial de ce que l'on loue par semaine, par mois ou par an. Ce qui est important et ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement ce qui reste de ces revenus, en revenus nets et en revenus nets disponibles. Alors un petit zoom sur la fiscalité immobilière.
La location meublée, comme je disais, c'est du BIC. Alors c'est un terme barbare pour certains. Le BIC, ça veut dire bénéfices industriels et commerciaux. Ça veut dire que quand on loue en meublé, que vous soyez en location courte durée, très courte durée, moyenne, intermédiaire ou longue durée, on est dans une activité commerciale. Et donc au sens fiscal du terme, au sens de la qualification, on est en commercial. C'est important. Donc bénéfices industriels et commerciaux, et on fonctionne en BIC avec deux options dont je développe un petit peu au départ. Le micro-BIC, pour ceux qui connaissaient le foncier, il y avait le micro-foncier. Le micro-BIC qui fonctionne avec un abattement, ou le BIC régime simplifié, ce qu'on appelle le régime RS, le régime réel simplifié. Alors, le micro-BIC, c'est très simple. J'ai un abattement de 50% sur la totalité de mes revenus. J'ai 20 000 euros de revenus, 30 000 euros de revenus, etc. Je prends l'option de 50%. Le réel simplifié, je pourrais tout déduire. On va y venir. Donc, le BIC, si je ne fais rien, puisque aujourd'hui on parle de, et je remets le thème du webinaire dans son contexte, comment gagner plus? Donc on ne va pas faire un cours de fiscalité, on va aborder un petit peu la fiscalité, mais on ne va pas non plus tomber trop dans le détail. On le verra lors du cas concret. Bon. Micro-BIC, je suis micro-BIC de fait. C'est-à-dire beaucoup de gens déjà en amont se disent mais que dois-je faire pour être en BIC? Si vous déclarez, vous faites votre déclaration 2042, que ce soit par internet, en ligne ou par papier, de fait, si vous ne faites rien, si je puis dire, vous êtes en micro-BIC. Donc vous déclarez dans votre 2042 complémentaire le montant total annuel de vos loyers plus charges, donc de vos recettes. À partir de là, vous avez un abattement de 50% et vous êtes imposable sur ces 50%. Et sur ces 50%, par exemple le cas concret que l'on prendra, vous ne pouvez rien déduire. Vous ne pouvez pas déduire d'impôts, vous ne pouvez pas déduire les travaux, vous ne pouvez pas déduire l'équipement, vous ne pouvez pas déduire le mobilier, vous ne déduisez rien. Que vous soyez en prêt, c'est-à-dire que vous ayez un prêt, et que vous soyez même obligé d'abonder personnellement parce que les loyers ne couvrent pas le prêt, peu importe, à partir du moment où vous avez choisi l'option de l'abattement, vous êtes imposable sur 50% de ces revenus. Et je suis imposable à la CSG-RDS, c'est-à-dire 17,20%, et je suis imposable à ma tranche marginale d'imposition si je suis imposable. Donc à 10, à 15, à 20, à 25, à 30, peu importe. Donc ça c'est important comme notion, j'essaye d'être assez didactique. Mais micro-BIC, deux types d'imposition, donc abattement de 50% certes, mais je ne déduis rien d'autre, rien au niveau de mes intérêts d'emprunt, rien du tout, puisque c'est l'abattement que j'ai choisi, ou du moins qui est déterminé, et qui passe, j'allais dire, à l'imposition de la CSG-RDS à 17,20 et de la tranche marginale. Je pense que c'est compris. Le BIC régime réel, c'est une option que je choisis, pour laquelle je vais m'enregistrer. Alors, bon, évidemment, nous le pratiquons, c'est notre différenciation, évidemment, chez le Visip, quand on accompagne nos clients propriétaires. Donc, on enregistre auprès du tribunal de commerce. On a une création de ce qu'on appelle une entité morale et physique, pas une entreprise, mais entité morale et physique, qu'on le fasse en personne physique ou qu'on le fasse en société, type SRL de famille. Et donc, à ce moment-là, j'ai optionné, on va dire, sur le régime du BIC régime réel. À partir de là, je pourrais, en fonction de mes recettes, déduire l'ensemble de ce que j'ai à déduire, sans plafond de déductibilité et sans plafond de montant. Donc je vais pouvoir déduire mes impôts fonciers, mes charges non récupérables de copropriété si je suis en copropriété, mes assurances, mes PNO, propriétaires non occupants, tout ce qui constitue mes charges annuelles, de l'électroménager, des travaux de maintenance, etc., mes frais de gérance, enfin peu importe, je pourrais tout déduire. Bon. Et j'aurai l'avantage d'être, en fonction de ça, pouvoir, et on va le voir, amortir mon bien, puisque comme j'ai, en tant que BIC, la qualité de commerçant, puisque je suis dans une qualité commerciale, ce qui me génère de revenus devient un bien, un actif qui est amortissable. Et cet amortissement sera une charge comptable que j'additionnerai à mes autres charges pour arriver à un résultat fiscal le plus proche de 0, voire 0. Et donc ne pas avoir d'imposition. Et c'est ce que nous allons un petit peu développer. Donc dans le choix du
de l'option micro-BIC ou BIC. Le micro-BIC, ça concerne tous les revenus de location meublée jusqu'à 70 000 euros. Ça ne veut pas dire que si je gagne ou je reçois en recette moins de 70 000 euros, je suis obligatoirement au BIC. Je suis de fait si je n'ai rien fait, mais jusqu'à 70 000 euros. Les plafonds ont été remontés il y a 2 ans. Pour le reste, je suis au BIC au régime réel si j'ai choisi au BIC régime réel sans limitation de revenus, donc ce que j'ai été en train d'expliquer. Important, sans aller trop vite, de comprendre, pour parler de rentabilité de la location meublée et de la location meublée longue durée, le phénomène ou le mécanisme de l'amortissement. L'amortissement, ce n'est pas une dépréciation du bien. L'amortissement, ça va être la manière de comptabiliser une valeur linéaire, c'est-à-dire une valeur égale, entre 20 et 35 ans, donc vous êtes propriétaire d'un bien. Au moment où vous prenez l'option du BIC régime réel, on va déterminer la valeur vénale de votre bien. La valeur vénale, c'est la valeur du marché aujourd'hui, en tout cas au jour où vous optez pour le BIC régime réel. Donc si vous avez opté l'année dernière pour le BIC au régime réel ou il y a 2 ans, vous avez, sur une estimation d'un professionnel, pris la valeur vénale du bien, c'est-à-dire la valeur vénale, la valeur du marché. Que ce bien vous ait été donné par truchements familiaux, amicaux, d'héritage, que ce bien ou ces biens ont été acquis par vous-même ou par d'autres, et notamment par vous-même il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, c'est la valeur vénale aujourd'hui. Donc c'est la valeur du marché aujourd'hui. C'est important parce qu'on a beaucoup de questions. N'hésitez pas à poser des questions ou à vous faire préciser ou à demander des précisions parce que ça c'est une valeur importante, la valeur de départ. Bon. Et donc cette valeur vénale, on va retirer, quand on est en copropriété, la valeur du terrain, parce que le terrain lui-même ne s'amortit pas, donc ça dépend de l'incidence du terrain. Il y a des endroits en France où on va prendre que 5% qu'on ne va pas amortir. Sur un bien à 400 000 euros, on va peut-être enlever 5%. Sur un bien, je ne sais pas, au plein cœur de la capitale, on va peut-être prendre une valeur de 20%. Par exemple, c'est aujourd'hui les ratios qui sont retenus. Que ce soit clair, j'espère ne pas vous perdre, mais on amortit l'immobilier. Et on amortit sur une période comprise entre 20 et 35 ans. Donc si j'ai une valeur retenue de 400 000 euros, c'est un exemple qu'on va prendre, et que j'amortis sur 20 ans, j'ai 20 000 euros d'amortissement par an que je comptabilise, que je rentre dans mon bilan. Donc la petite parenthèse, quand je suis au BIC régime réel, je dois avoir l'obligation de tenir une comptabilité, une vraie comptabilité. Certains d'entre vous, dans des SCI ou même à titre personnel, font ce qu'on appelle une comptabilité, et elle a le mérite d'exister, une comptabilité sommaire, par exemple tableau Excel ou autre. Là, on parle d'une vraie comptabilité. Une comptabilité qui est enregistrée, on dépose, on fait un bilan, d'accord, on produit un bilan aux services fiscaux. Et donc, dans la comptabilité, c'est une colonne de plus, une colonne de moins. Dans cette comptabilité, je vais donc comptabiliser cette part d'amortissement annuel. Et cette part d'amortissement annuel, elle va se transformer en charge comptable, d'accord ? Donc, sur le revenu annuel que je vais avoir de mes loyers, en BIC régime réel, je vais déduire ce que je disais, tout ce que j'ai à déduire sans plafond et sans plafond de déductibilité, sans plafond de montant, plus mon amortissement. Donc vous imaginez que le résultat va être 0 ou proche de 0 ou même déficitaire. Et on va voir comment on le traite. On peut déduire pas simplement l'immobilier, on déduit également le mobilier. Qui dit location meublée dit mobilier. Donc, à la fois pour se conformer à la loi Allure et à la fois pour être, on va dire, dans des standards un peu contemporains et modernes du bien que l'on veut louer, on a évidemment de l'achat, aussi bien la reprise de mobilier existant dont on va dresser une liste avec une estimation du loyer, soit un achat d'immobilier avec ses factures. Et donc, on va pouvoir amortir, sur le même principe que l'amortissement immobilier, son mobilier, les valeurs meubles. Ce mobilier, ça s'amortit, règle comptable, sur 7 ans maximum. De temps en temps, on prend 6 ans, de temps en temps, on prend 5 ans. Bon. Et puis, si j'ai fait des travaux dans mes biens ou mon bien, aussi bien des travaux d'équipement, si j'ai refait une cuisine, si j'ai refait une salle de bain, qui sont des biens qui ne vont pas être meubles par essence, puisque
par définition, ils sont attachés physiquement, mais ils sont attachés au bien. Donc ça, ce sont des travaux de rénovation, d'équipement, etc. Ça va être amortissable sur 10 ans. N'hésitez pas à poser des questions, Martine vous répondra, Myriam, Isabelle. Alors qu'est-ce qui fait qu'on choisit cette durée? Parce que très très souvent on nous pose la question, mais pourquoi et quelle durée choisit-on et peut-on revenir en arrière? Alors choisir la durée, c'est un choix de gestion. Et c'est un choix de gestion irrévocable. C'est-à-dire que quand on a choisi 20 ans, on est à 20 ans. Quand on a choisi 25 ans, on ne bouge pas. Donc on va choisir ensemble, j'allais dire, la durée d'amortissement parce qu'on va la mettre en perspective avec le loyer ou les loyers qui sont en face. D'accord ? Plus à projeter ces loyers sur 5, 10, 15, 20 ans avec des réindexations de loyers. Donc on les mettra en perspective des loyers simplement et l'utilisation qui en est faite. Cette valeur vénale dont je parlais tout à l'heure, elle est une valeur vénale, là aussi on en parle tous les jours, qui est une valeur figée. C'est-à-dire que certains nous posent la question en disant « mais mon bien, aujourd'hui, il vaut 400 000 euros, mais mon bien, dans 5 ans, peut-être qu'il en vaudra 6 ou 700 000. Et donc, quid de cette valeur vénale ? Cette valeur vénale, elle ne bouge pas. Elle était au départ de 400 000 euros. Si votre bien il prend une valeur, il double, il triple, il quadruple, peu importe, ça sera toujours la valeur de départ. C'est important aussi. Donc, d'où de prendre la bonne, je ne vais pas dire la bonne option, mais la bonne durée et la bonne période d'amortissement. Donc voilà pour l'amortissement, c'était un petit rappel parce qu'on va voir que c'est effectivement ça qui va générer un levier financier important dans la non-imposition des revenus en BIC sur ces locations meublées et ces locations meublées, qu'elles soient courtes ou longue durée. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, du comparatif courte durée, longue durée. Courte durée aujourd'hui, comme ce que vous pouvez voir, ce sont des revenus attractifs pour la plupart, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a un engouement, ou il y a eu un engouement de la courte durée, saisonnière, vacances, etc. Mais souvent, ça dépend aussi des saisons. C'est-à-dire vous avez haute saison, moyenne saison, basse saison. Donc on a des revenus variables, mais plutôt attractifs. On a aujourd'hui de plus en plus de contraintes sur la location courte durée. On parlait tout à l'heure, je disais rapidement, aujourd'hui en termes de réglementation et contraintes, dans des villes de plus de 50 000 habitants, des autorisations pour louer, des permis de louer, louer sa résidence principale limitée. Aujourd'hui, la courte durée, c'est quoi? C'est une définition normalisée depuis 2-3 ans de 120 jours maximum par an pour sa résidence principale. Si on est en résidence secondaire et qu'on fait plus de 120 jours, il faut faire ce qu'on appelle de la compensation commerciale. C'est-à-dire si je loue 40 mètres carrés, je suis donc en commercial et donc je vais devoir compenser, c'est-à-dire payer un droit de commercialité équivalent au nombre de mètres carrés. Alors, par exemple, une ville comme Bordeaux, c'est 4 à 500 euros du mètre carré. Une ville comme Paris, c'est entre 2 000 et 4 000 euros. Bon, ça vous donne un peu l'impact de tout ce que vous entendez, pour ne pas déborder sur le sujet, mais c'est un sujet dont je pourrais parler des heures, sur la compensation en commercialité des biens. Donc, c'est très compliqué à mettre en œuvre, c'est très compliqué à contrôler, mais c'est une contrainte et ça coûte très cher, puisqu'aujourd'hui, les municipalités envoient des courriers en disant que les propriétaires peuvent être frappés d'une amende qui va jusqu'à 80 000 euros, plus des peines, etc. Donc on ne rentre pas dans le sujet, mais des contraintes qui sont liées justement, avec toutes les contraintes que vous voyez et toutes les polémiques que vous voyez sur Airbnb. Pas plus tard qu'hier d'ailleurs, sur toutes les informations, un projet de loi, en tout cas des projets vont être votés pour que maintenant on puisse interdire, la maire de Paris a fait des interventions tonitruantes, mais puisse interdire certains arrondissements à Paris. Quand je dis tonitruante, parce que ça a été quelquefois requalifié, mais c'est revenu à la charge, notamment tout ce qui sont les contraintes d'encadrement, quand il y a eu les encadrements il y a 2 ans, 3 ans. Donc Airbnb est aujourd'hui, et donc les gens qui passent par Airbnb sont plutôt limités à 120 jours. Il y a des compteurs obligatoires qui sont mis chez ces plateformes pour pouvoir justement vérifier que les gens ne dépassent pas 120 jours. Donc il faut faire aujourd'hui assez attention aujourd'hui à ce qui se développe, et pas simplement dans les métropoles, aujourd'hui, pas simplement dans les villes, on va dire inclusives, mais dans les métropoles et dans ce qui est autour des métropoles, dans les, j'allais dire, les endroits suburbains. C'est un sujet important, sur lequel je ne veux pas passer trop de temps, mais c'est un sujet que nous connaissons bien. Bon, quand on fait plus de 23 000 euros par an, loyer plus charge, en courte durée,
on est obligatoirement soumis depuis 2 ans aux cotisations sociales. Donc, on parle de RSI qui aujourd'hui disparaît et devient le régime général de sécurité sociale, de l'URSSAF, mais ce sont là aussi des contraintes importantes à prendre en compte. On voit souvent le loyer nominal facial dont je parlais, on ne voit pas toujours le net social et fiscal. Donc ça, c'est important et obligatoire. Et puis enfin, la logistique récurrente. Quand on parle de location meublée courte durée, on dit c'est formidable, je loue très bien, j'ai un très bon ratio de ma location mensuelle, annuelle, hebdomadaire, mais on ne voit pas toutes les contraintes que l'on a en termes d'entrée, sortie, pour les uns, check-in, check-out, que l'on trouve pas cher sur Internet, dont il est très très difficile d'établir la traçabilité quand il y a des problèmes dans son appartement. Des ménages, des pressings, des remplacements de machines, enfin bon, peu importe, mais du coup avec des contraintes en termes de maintenance et de logistique importantes, en tout cas très importantes et beaucoup plus importantes que la location meublée longue durée. Location meublée longue durée que vous pouvez pratiquer tout seul également, ce sont des revenus réguliers. Aujourd'hui, par exemple chez Lockeasy, nos durées de séjour sont entre 14 et 16 mois. Donc il y a des gens qui partent à 8-9 mois parce qu'ils ont été nommés ailleurs que l'endroit où ils pensaient passer 2 ans, plus tout, j'allais dire, les choix personnels ou les accidents de la vie. Mais nos durées moyennes, c'est 14 à 16 mois. Donc on considère, et dans les exemples qu'on a pris, l'exemple concret qu'on a pris un petit peu plus loin, on a pris un locataire par an, puisque c'est en général la moyenne. Donc des revenus réguliers étalent, on va dire, sur l'année. Aucune formalité obligatoire à remplir, puisque, évidemment, les locataires à l'année sur un bail d'1 an renouvelable autant de fois que l'on veut, en font leur résidence principale. À partir du moment où ils en font leur résidence principale, ils l'utilisent comme leur résidence principale, pas de formalité particulière. On a le droit de disposer de ces biens et les gens en font leur résidence principale. Donc ça veut dire qu'ils sont également redevables, on va le voir, de toutes les charges inhérentes, en tout cas un maximum de charges inhérentes aux biens, appartements ou maisons. Évidemment, c'est entretenu par le locataire qui fait son chez-soi. Il n'est pas là à l'hôtellerie, et ce n'est pas de l'hôtellerie ou de la para-hôtellerie où il est là 1 semaine, 15 jours ou 3 semaines pour les vacances. Il paye, quelquefois il paye cher, mais bon, il n'est pas là pour entretenir le bien et encore moins pour y faire attention. Et puis, bon, alors évidemment, logistique légère, parce que vous avez une entrée, et si on considère qu'on a un locataire annuel, une entrée, une sortie. Nos biens et les vôtres, ils sont évidemment extrêmement propres et en parfait état quand les locataires y rentrent. Et dans nos locations meublées longue durée, ils sont également en parfait état quand ils sortent. Et s'ils ne sont pas en parfait état quand ils sortent, en termes de propreté, on fait passer un ménage qui est à la charge du locataire. Donc une logistique peu coûteuse et extrêmement légère, surtout quand on met son bien en location. Et puis, on parlait des contraintes et des cotisations RSI ou sécurité sociale. On n'en a pas sur la location meublée longue durée. Bon, quelques éléments à comprendre, à assimiler. Là aussi, n'hésitez pas à poser vos questions. Mais comprendre que la courte durée, il y a beaucoup de contraintes. En tout cas, il y en a beaucoup plus que la location meublée. Certains d'entre vous le pratiquent même à titre personnel, ils en font une partie de leur activité, ou parce que le bien n'est pas très loin de chez eux, peuvent considérer qu'ils y passent très peu de temps, mais on constate au quotidien que les gens y passent beaucoup de temps, et qu'ils ne veulent pas s'en occuper, et que finalement la location courte durée, au-delà des contraintes que je viens de décrire, c'est aussi extrêmement chronophage. Donc on va prendre le cas concret dont je vous parlais. Très simplement, on parle d'un couple qui gagne 50 000 euros par an, qui est propriétaire d'un bien immobilier qui a une valeur de 420 000 euros et qu'ils ont financé par un prêt, par exemple, pour pouvoir après voir ce que l'on fera des intérêts d'emprunt. Et on va comparer les deux options et leur impact fiscal, si vous voulez bien. Alors, meublé de tourisme, on aurait pu dire meublé courte durée, mais meublé de tourisme ou longue durée. Comme vous pouvez le voir, et sans avoir à lire la slide, on a pris un 45 mètres carrés à Paris, puisque ce sont des exemples que nous avons, avec des gens qui étaient en courte durée et des gens qui sont passés en longue durée. Et donc, on va déterminer sur un 45 mètres carrés à Paris 40 semaines de location par an avec un loyer de 30 000 euros par an, ce qui représente à peu près un loyer de 750 euros par semaine, soit 3 000 euros par mois. Et pour la longue durée, un loyer annuel de 21 000 euros, donc beaucoup moins, un tiers de moins,
avec un loyer mensuel de 1700, 1750 euros, ce qui est déjà un fort loyer, et sur lequel on a un seul et unique locataire. Donc, comme ça, 30 000 euros d'un côté, on va dire le match, 30 000 euros d'un côté, 21 000 euros de l'autre. Et on va regarder quels sont les revenus nets de l'un et de l'autre. Alors le détail, et là ce sera le seul tableau un peu détaillé pour pas non plus vous noyer, on regarde ce que je vous disais tout à l'heure, 30 000 euros d'un côté, 21 000 euros de l'autre. Les charges et les taxes. Donc je ne vais pas détailler et lire en détail, mais vous avez évidemment, quand vous êtes propriétaire et que vous louez votre bien en courte durée, redevable des assurances, redevable de 100% des charges de copropriété, redevable de 100% des abonnements des fluides, eau, gaz, électricité et Internet qui est un fluide. Vous êtes redevable de 100% des consommations, quelles que soient les consommations, étant donné que dans un mois, si vous faites de la location à la semaine, vous avez au moins 4 locataires, souvent ce sont des couples, donc vous avez au moins 8 utilisateurs qui vont utiliser les fluides, l'eau, le gaz, l'électricité. Et vous aurez, dans le cas par exemple du gaz avec une chaudière à condensation ou un chauffage central, un entretien à payer. Bon. Donc les raisons chiffrées, expliquées. Vous avez forcément dans un appartement où vous avez 40 entrées, 40 sorties, voire 80 utilisateurs à l'année, et bien 40 entrées, 40 sorties qu'il faut payer. Soit entrée des lieux par un professionnel, soit entrée des lieux ou des check-in, check-out par des conciergeries. Bon, je parlais de la traçabilité ou de la non-traçabilité, ça a un coût. C'est 40 ménages, c'est 40 pressings, c'est 40 remplacements quelquefois de petites fournitures. C'est en tout cas de la maintenance à l'année pour changer. Sur 80 utilisateurs, il y en a bien un qui ne va pas savoir utiliser ou la machine à café ou la machine à laver ou quoi que ce soit. Donc les gens qui pratiquent, j'allais dire au quotidien ou à l'année, la location courte durée, savent très bien de quoi je parle. Et puis, on a des cotisations sociales qu'on a comptabilisées dans notre calcul, raisonnablement. On va dire pas tout à fait 20%, on est à 15%, vous voyez, normalement, forfaitairement, on est plutôt à 20%, mais ça dépend de la situation personnelle, professionnelle, en tout cas de revenus de chacun. Donc on a pris quelque chose de médian avec 4 500 euros de cotisation sociale, puisque à ces 30 000 euros de recettes, on est au-dessus des 23 000 euros TTC de limite. Et donc on arrive à des charges complètes, c'est-à-dire en trésorerie, que j'ai dû payer à la fin de l'année, de 19 050 euros. Donc en fait, sur les 30 000 euros de recettes que j'ai eues à l'année, il me reste, on va dire avant impôt, 10 950 euros. Je passe sur la location meublée longue durée. Location meublée longue durée, j'ai 21 000 euros de loyer. Par contre, le locataire va payer 80% des charges de copropriété, des charges récupérables, dites récupérables. Le propriétaire, lui, il va payer 20% de ses charges, enfin le reste, le résiduel des charges de copropriété, et il va avoir à payer une PNO, une propriétaire non occupant, qui pour un appartement de 45 mètres carrés à Paris, là on a pris une valeur de 100 euros, mais en général c'est moins cher que ça, mais bon, on a pris cette valeur-là. On va avoir une taxe foncière à payer, moins les taxes d'ordures ménagères, qui sont facturées comme d'ailleurs dans la location nue, mais taxe foncière redevable au propriétaire, taxe d'ordures ménagères payée par le locataire, acquittée par le locataire. On va avoir un petit peu de maintenance, bien sûr, parce qu'on ne vit pas dans un monde idéal et que même avec un locataire à l'année, il y aura sûrement 2-3 petites choses à faire qui incombent au propriétaire. Je sais pas, un tuyau qu'il faut remplacer au niveau de l'équipement de l'appartement. Quelque chose de très léger, mais quelque chose qu'il faut prévoir. Et puis on aura, parce qu'on l'a comptabilisé dans cette colonne, les honoraires de gestion, par exemple, d'une entreprise comme Lokizy, qui va avoir une prestation, j'allais dire, all-inclusive, qui va être l'interlocuteur seul et unique avec le locataire, qui va se déplacer, qui va, j'allais dire, non pas réparer, mais indiquer pourquoi telle ou telle ampoule ne fonctionne pas. Enfin, bon, c'est notre quotidien. Ça fait partie de notre prestation. Et ça, on le comptabilise sur ce loyer-là à 2 500 euros par an. Mais en fait, quand vous regardez 21 000 euros de loyer et 4 275 euros de charges cumulées par an, vous avez un résultat de 16 725 euros. Alors, cette démonstration-là, elle n'est pas la vérité, elle n'est pas la vérité pour tout le monde. Elle est aujourd'hui, sur des valeurs étalons telles que celle-là, dans des grandes villes, ce que l'on constate. Alors, il y a beaucoup de gens qui pourraient dire, mais non, en fait,
vous exagérez parce que on n'a pas autant de charges en courte durée que vous êtes ça. Non, on a été extrêmement, j'allais dire soft, parce que ce que l'on voit comme exemple au quotidien, quand on rentre dans les détails, dépasse même ce que vous voyez à l'écran. Donc, pour rester, j'allais dire, médian dans les exemples que l'on voit, on peut considérer que ces deux exemples reflètent bien la réalité. C'est ça qui est important, en tout cas de comprendre, ou en fonction de ça, de déterminer les postes. Alors, le résultat de ça, c'est qu'en location meublée courte durée, tourisme, on a donc un revenu, j'allais dire un flux de trésorerie positif de 10 950 € par rapport aux 30 000 €. Et en location meublée longue durée de 16 725 € par rapport aux 21 000 €. On ne va pas faire les proportions de plus 60% de revenus, mais c'est la réalité. Et donc, je vais imposer mes revenus, qu'ils soient en courte durée ou en longue durée, en BIC, selon les deux options, micro-BIC ou BIC régime réel, pour bien comparer ce qui est comparable. Et donc je vois mes 10 950 € et mes 16 725 € qui sont, alors je vous passe le détail du calcul parce qu'on n'a pas un thème aujourd'hui sur la fiscalité immobilière. On a fait beaucoup et on fait beaucoup d'interventions, aussi bien after work que webinaires sur la fiscalité elle-même, qui font l'objet d'un thème particulier que nous développons, que vous pouvez d'ailleurs sur notre site voir en replay ou assister dans les prochains. Mais pour être là aussi assez synthétique, voilà en micro-BIC ce que ça donne comme résultat. C'est-à-dire que le revenu net disponible, il n'est pas de 10 950 €, il est de 5 476 €. Parce que ces 10 950 €, il aura fallu les passer à la CSG-RDS et il aura fallu les passer quand même à sa tranche marginale d'imposition. Et on ne parle pas des impôts qu'on a vu tout à l'heure sur l'exemple du couple, qui lui-même avait déjà 3 510 € d'impôts sur ses revenus. Mais ça concerne ses revenus. Or, quand vous êtes en micro-BIC, d'accord, les revenus se cumulent à vos revenus. Même en micro-BIC avec l'abattement, ça va se cumuler aux revenus salaires, aux revenus d'activité. Et donc, de temps en temps, vous font franchir, ça dépend des cas. Là, on fait des simulations sur le logiciel des impôts, auquel tout le monde peut accéder. Et donc, voilà ce que l'on paye. On paye des impôts en plus. Et donc, sur ces revenus de loyer, on a distingué les impôts sur les revenus. Ils ne sont pas comptés là-dedans. Sur les 30 000 € de loyer que vous avez reçus, vous avez un net disponible en BIC de 5 476 €. Si vous êtes en BIC régime réel et que vous restez en courte durée, il vous reste 10 950 €. C'est-à-dire que déjà au BIC régime réel, vous êtes au double quasiment du micro-BIC. Et pour la longue durée, la synthèse est très simple. En micro-BIC, j'ai quand même des impositions malgré l'abattement des fameux 50%. J'ai une imposition à la CSG-RDS et j'ai une imposition à ma tranche marginale, si je suis imposable. Et j'ai donc un résultat de 13 375 € net de revenus disponibles. Pas net imposable, disponible. Donc 13 375 € sur 21 000 €. Mais si je suis au BIC régime réel, ce que je vous ai expliqué précédemment, là, j'ai 7 725 €. C'est-à-dire, mes revenus avant impôt sont égaux à mes revenus après impôt. Alors, c'est une synthèse. On peut être en déficit, on va s'arrêter au résultat fiscal à zéro. Tout le déficit qui pourra avoir été constaté, puisque j'ai eu mon amortissement, j'ai eu mes charges, etc., à ce moment-là, ce déficit, il n'est pas perdu, il est reportable les autres années et il est reportable ad vitam aeternam. N'hésitez pas à poser des questions. Martine, Myriam, Isabelle, je le disais, vous répondront ou nous vous répondrons en direct. Mais voilà ce qu'il faut retenir du principe. Alors, il y a sûrement des questions. Il y a sûrement des questions en disant « mais oui, mais c'est pas possible, mais c'est magique ». Non, c'est pas magique. Il n'y a rien de magique. Simplement, l'amortissement est un levier extrêmement important qui va se cumuler au reste des charges et va permettre d'être dans un résultat fiscal à zéro. Donc ça, c'est important. Très important. Donc, on peut louer très cher son appartement et avoir très peu de revenus, puisqu'on n'a pas 6 000 € de revenus disponibles sur 30 000 € de loyer. Et je n'ai pas parlé des commissions des plateformes
qui, elles, n'apparaissent pas dans notre calcul puisqu'elles ont été prises avant. En fait, les 30 000 euros que vous touchez ont peut-être été 35 000 ou 40 000 euros qui ont, eux, été déjà collectés par les plateformes, qui, en règle générale, prennent entre 17 et certaines conciergeries locales dans des grandes villes en France vont jusqu'à 35 ou 40%. Mais il y a un service de conciergerie, ce qu'il n'y a pas chez Airbnb, qui n'est simplement qu'un site de mise en relation, mais avec des fortes commissions que vous ne voyez pas toujours puisque c'est le locataire qui les paye. Donc, très simplement, vous voyez les conditions pour évidemment s'orienter vers de la location meublée longue durée. Que vous la pratiquiez vous-même ou que vous la fassiez pratiquer. Mais c'est important de retenir simplement ce schéma-là. Micro-BIC, BIC, comparatif courte durée, longue durée, qui parle de lui-même. Donc, dans le replay de ce webinaire, vous pouvez le repasser. Je m'excuse, je regardais l'heure pour pouvoir prendre quelques questions. Mais vous pourrez le repasser pour avoir des questions et nous poser des questions soit simultanément au webinaire, soit ultérieurement. Mais surtout, n'hésitez pas. Checklist pour gagner plus avec la location meublée sont des choses dont on a parlé. Le meublé, opter pour le bon statut, résilier ses abonnements, mais ça on le fait pour le compte de nos clients, puisqu'effectivement, à partir du moment où on n'est plus le souscripteur des abonnements et encore moins des fluides, évidemment, c'est propriétaire ou à son gestionnaire de faire le nécessaire pour résilier les fluides. Déclarer ses revenus locatifs, évidemment dans les bonnes cases, et tenir une comptabilité, ça on en a déjà parlé. Un petit mot très court, parce que là on pourrait là aussi partir très longtemps. Le meublé de tourisme, je parlais tout à l'heure des enregistrements obligatoires. La surtaxe d'habitation, c'est un sujet. Les villes de plus de 50 000 habitants, à discrétion des municipalités, ont la possibilité de mettre une surtaxe d'habitation à plus 60% maximum. C'est le cas à Paris. Bordeaux, c'est plus 50%, Metz, Nancy, Strasbourg, etc. Ils sont tous en train d'établir des surtaxes d'habitation. Bon, taxe d'habitation en location meublée longue durée, on en a parlé rapidement, elle est payée et redevable par le locataire. Prélèvement à la source, plus tout à fait un sujet, on avait beaucoup de questions aujourd'hui, c'est rentré, on va dire, en jauge et dans les mœurs, et aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de sujet sur la prélèvement à la source, ça ne change rien sur le BIC régime réel, sur le BIC tout court. Le bail mobilité, il y a des gens qui peuvent nous poser des questions. C'est quelque chose, nous, chez Lokizy, que l'on ne pratique pas parce qu'on n'a pas les garanties suffisantes pour le propriétaire. Le dispositif Visal est quelque chose qui n'est pas tout à fait très clair. Des carences de loyer pendant 5 ou 6 mois, donc c'est quand même un préjudice important. Et des dégradations qui sont limitées à hauteur de 3 000 euros, donc sur des grands biens, quels qu'ils soient. Et ça ne nous convient pas, sachant que en bail mobilité qui est limité à 10 mois et que l'on ne peut pas renouveler avec le même locataire, on n'a pas le droit de prendre des cautions mutuelles, des cautions croisées ou quelques garanties que ce soit. Et ça, c'est très important. J'entends quelquefois des professionnels qui disent qu'ils prennent des garanties. On n'a pas le droit. Donc, il faut faire très attention avec le bail mobilité. Le bail d'un an de location meublée longue durée que nous pratiquons chez Lokizy donne les mêmes droits et les mêmes libertés aux locataires de pouvoir donner son préavis 1 mois avant la date de sortie qu'il souhaite sans attendre la date anniversaire du bail. Donc là aussi, n'hésitez pas à poser des questions, nous serons capables d'y répondre. Et puis, les plateformes en ligne, Airbnb, on en a déjà parlé, je ne suis pas là pour en parler. Alors avant de vous remercier de votre invitation, je vois des questions, je vois en régie Myriam qui a peut-être des questions, il nous reste 2 minutes, si je peux répondre à une question en direct. N'hésitez pas, Myriam. Pas mal de questions, notamment sur le BIC, le micro-BIC, et Martine a répondu en chat. Il a été posé la question de comment on passe du nu au meublé. Est-ce que Lokizy le fait fiscalement, mais est-ce qu'on le fait aussi, c'est-à-dire est-ce qu'on meuble les appartements et combien ça coûte? Voilà, si vous pourriez donner quelques informations sur la prestation de Lokizy et donner quelques idées tarifaires. Bon, alors, d'abord, c'est de la casuistique, c'est un cas par cas. On ne peut pas répondre de manière forfaitaire. Passer du nu en meublé, évidemment, on le pratique tous les jours. Merci de votre question, Myriam. Passer du nu en meublé, c'est aussi changer de bail. Donc, ça dépend beaucoup des relations que l'on peut avoir avec le locataire. Donc, on conseille là aussi au cas par cas, mais c'est effectivement d'imeubler ou de racheter les meubles du locataire en place, de lui expliquer que le bail en location meublée est plus intéressant qu'un bail de 3 ans,
Si dans la limite de ce que l'on rachète comme mobilier pour, on va dire, upgrader le bien, l'appartement, évidemment on peut le faire. C'est du cas par cas, mais bien sûr on le pratique tous les jours. Alors ce que ça coûte, ça coûte le mobilier déjà, puisque si on passe d'une nuit meublée, ça implique qu'il faut obligatoirement avoir ce que l'on déterminait sur la loi, le décret de la loi Allure, et puis c'est établir un nouveau bail. Donc en soi, voilà ce que ça induit. Puis Lokézy le pratique tous les jours, donc c'est dans les honoraires de Lokézy, mais ça on pourra évidemment en discuter. Mais c'est tout à fait possible, oui bien sûr, au contraire. Il y a énormément de gens qui nous sollicitent à ce niveau-là. Alors je vois l'heure qui passe, il nous reste 35 secondes. Je tiens à vous remercier de votre attention. Vous avez été très 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 nombreux à participer et à vous inscrire aujourd'hui au thème de ce webinaire, et je ne peux être que content et satisfait en espérant vous avoir apporté peut-être pas toutes les informations que vous attendiez, j'en suis désolé parce que le temps est ce qu'il est, mais n'hésitez surtout pas à vouloir prolonger cet échange, en tout cas à vouloir faire en sorte qu'il y ait un échange, soit en nous envoyant un mail à l'adresse que vous voyez, soit en nous téléphonant directement ou en prenant rendez-vous. Nous serons très heureux de vous recevoir. Comme vous pouvez le voir, nous régulièrement faisons des after-work. Le prochain à Paris le 3 octobre, le 10 octobre le 3 octobre à Bordeaux, le 10 octobre à Paris. Nous nous étendons dans 22 métropoles en France puisque nous sommes à la veille d'une levée de fonds. Et donc voilà, vous pouvez suivre l'information de Lokézy, soit par le replay, soit par les différents mails que vous recevez. Mais en tout cas, je ne peux que vous remercier et vous souhaiter une excellente journée et une excellente fin de semaine. Merci à tous de votre attention.